Depuis près de 20 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuel avec des écrivains et des écrivaines, des acteurs et actrices du milieu culturel du Québec. Ces entretiens, qui prennent la forme de balados depuis 2017, sont animés par des chercheurs et des chercheuses qui mettent en dialogue les œuvres, les pratiques et les savoirs. La saison 2024-2025 des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC, intitulée Liberté de création et création de la liberté, un travail d'équipe, est consacrée à la liberté d'expression artistique et s'intéresse au dialogue qui se tisse entre les artistes et les professionnels qui les entourent. Comment ce dialogue définit-il le périmètre de la liberté de création ? Comment cette dernière s'y négocie-t-elle ? Loin du traitement médiatique spectaculaire qui en est parfois fait, ces rencontres souhaitent donner à entendre ceux et celles qui, chaque jour, ménagent par leur pratique la liberté de création, tout en interrogeant ses principes et ses effets. Elles cherchent à éclairer 4 professions, soit la relecture sensible, le conseil juridique, l'édition et la coordination d'intimité. La 4e discussion de ce cycle d'entretien est consacrée à la coordination d'intimité dans l'industrie audiovisuelle québécoise. Née dans le sillage de MeToo et popularisée après l'affaire Weinstein, la profession s'est développée aux États-Unis avant d'essaimer au Canada. Qui sont les coordinateurs et coordinatrices d'intimité et comment sont-ils et elles formés afin d'accompagner la préparation et le tournage des scènes de sexe et de nudité ? Comment influencent-ils et elles les relations de travail, mais aussi nos représentations sur les plateaux québécois ? Nous avons invité pour cette occasion Mimi Côté, coordinatrice et chorégraphe d'intimité basée à Montréal et à Toronto. Elle est certifiée par Intimacy Coordinators Canada et la Intimacy Professionals Association. Forte de plus de 14 ans d'expérience comme actrice et cascadeuse sur une multitude de plateaux nord-américains, allant du cinéma à la télévision en passant par le théâtre, la publicité et les jeux vidéo, elle possède une expertise approfondie dans la préparation et l'exécution de scènes impliquant de la nudité, du sexe simulé et ou du contenu sensible. Dans sa démarche, Mimi Côté accorde une importance primordiale à célébrer les interprètes qui incarnent ces scènes à l'écran, ainsi qu'à leurs créateurs. Son engagement consiste à offrir aux productions un accompagnement répondant aux normes les plus élevées de l'industrie en matière d'intimité à l'écran, tout en promouvant des environnements de travail optimaux pour tous et toutes. Cette rencontre est animée par Stéphanie Boisvert, professeure à l'École des médias de l'UQAM. Membre du Réseau québécois en études féministes, le REQEF, et du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le CRILC, elle est également codirectrice du laboratoire sur la culture de grande consommation et la culture médiatique au Québec, le Labopop. Ses recherches actuelles portent sur les services de vidéo sur demande, les nouvelles formes de création médiatique, les séries télévisées, de même que la représentation de la diversité culturelle, sexuelle et de genre dans les médias. Entre autres projets, elle réalise une recherche subventionnée portant sur la diversification des contenus pour écran au Québec. Elle mène aussi une recherche avec Anouk Bélanger concernant le nouveau métier de coordinatrice d'intimité au sein de l'industrie audiovisuelle québécoise. La coordination d'intimité est une profession qui existe depuis déjà un certain temps, au théâtre notamment, mais qui a vraiment commencé à s'implanter dans l'industrie audiovisuelle en 2017, dans un contexte marqué par le mouvement MeToo, mais aussi une prise de conscience générale concernant le manque d'encadrement des scènes de sexe sur les plateaux de tournage. À partir de la série The Deuce, HBO a notamment décidé de rendre la coordination d'intimité obligatoire pour tous ses projets, et la pratique a rapidement été adoptée par plusieurs autres diffuseurs comme Netflix. Maintenant, la coordination d'intimité est devenue quasi incontournable sur les tournages aux États-Unis et on réfère de plus en plus souvent à cette profession dans la culture populaire. Donc, ça n'a pas été long que la profession a essaimé ailleurs, en France notamment, et ici aussi, au Canada et au Québec. Mais il y a encore un grand flou autour de cette profession. Les gens ne savent souvent pas tout ce que ça implique. Il y a beaucoup d'idées fausses aussi qui circulent concernant la profession de coordination d'intimité. Et les avis sont très polarisés sur l'utilité de cette profession et son impact sur la liberté de création. Donc, je suis tellement contente de pouvoir en parler avec toi, Mimi Côté. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation pour qu'on puisse démystifier ensemble cette profession. Mais avant qu'on commence à discuter, je voulais juste évidemment souligner que plusieurs sujets sensibles risquent d'être abordés durant ce balado. Évidemment, plusieurs thèmes reliés à la sexualité et à la violence. Donc, nous tenions à avertir les auditeurs et auditrices. Mais maintenant, discutons ensemble de cette profession-là. Mimi, bon,
Évidemment, je vais commencer par la question, je dirais peut-être la plus simple, mais qui me semble importante pour être sûr que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Donc, ça consiste en quoi exactement le métier de coordonnatrice d'intimité? Alors, coordination d'intimité, on joue sur plusieurs tableaux. Donc, souvent, quand on pense à la coordination d'intimité, on parle de scènes de sexualité. Mais je dirais qu'on a comme défini 3 différentes catégories, si je peux me permettre. Donc, on peut travailler sur des scènes où il y a de la nudité, qu'elle soit partielle ou complète. On peut travailler sur des scènes où il y a de la sexualité. Donc, on peut parler de scènes de pénétration, simulée évidemment. On peut parler de tout ce qui est masturbation, tout ce qui est BDSM, orgie, ce genre de trucs-là. Et on parle aussi une troisième catégorie qui est le contenu sensible. Donc, c'est tout le reste. Donc, on parle de scènes d'allaitement, de scènes d'accouchement, de scènes dans des bars, danse sexualisée, etc. Donc, on joue sur 3 tableaux et notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les productions dans la préparation, l'exécution et des fois même la post-production de ces scènes-là. OK, donc la post-production, notamment, on parle le moment du montage. Exactement. OK, Ouais, s'assurer que ce qui a été signé, le contrat qui a été mis en place, qui au Québec se nomme une annexe, Mhm. soit bien reflété, soit respecté dans le montage final. OK. Bien, ça, justement, aussi, je me disais, déplions un peu tout ça, là. Et bon, je vois qu'il y a des tâches, tu sais, il y a de l'accompagnement avant, Ouais. donc tout le moment de la pré-production, la préparation avec les comédiens, comédiennes, pendant, évidemment, le tournage, puis après. Donc, si on essaie de déplier un peu ça, là, avant le tournage, ça ressemble à quoi quand on t'embauche là, pour faire la cordeau? Déjà, le plus important, c'est d'engager le plus tôt possible. J'aime dire on engage un coordonnateur d'intimité au même moment où on engage un coordonnateur de cascade, donc en pré-production. Mhm. Pourquoi? Parce que je dirais que 80 de notre travail est fait en prep, le reste sur le tournage et après. Notre day-to-day, si je peux me permettre, on reçoit les textes, on les lit au complet et on fait un dépouillement des scènes d'intimité. Donc, tous les moments où on pense qui sont des moments clés concernant nudité, sexualité, contenu sensible. Suite à ce dépouillement-là, on va venir rencontrer la production. Donc, on a une rencontre d'intimité de production à laquelle assistent réalisateurs, producteurs, premier assistant, deuxième, costumes et tous les départements impliqués directement dans l'action s'il y a, par exemple, des prothèses à installer ou quoi que ce soit. Donc, il y a cette équipe-là aussi, effets visuels, tout ça. Et on vient vraiment passer là, au peigne fin chaque scène. C'est quoi qu'on a de besoin? C'est quoi la vision pour cette scène-là? Qu'est-ce qu'on a de besoin? Qu'est-ce qu'on veut venir dire? Quelles sont les ressources nécessaires? Quels sont les risques associés à cette scène-là? Et ça nous permet de vraiment tout mettre sur la table et d'avoir la même vision et de venir clarifier tout. Parce qu'on s'est rendu compte au fil des années que les scènes d'intimité ont toujours existé. Elles ont toujours été là. Est-ce qu'elles sont plus nombreuses maintenant? Oui. Est-ce que ça va avec le volume de shows qu'on fait? Peut-être. Mais j'ai aussi envie de dire que l'une des raisons pour laquelle ce rôle-là a été créé, c'est vraiment pour amener plus de transparence, amener plus de clarté dans le processus. Et donc, une fois que cette rencontre-là a eu lieu, moi, j'ai pris tout en note. On a passé, comme j'ai dit, au peigne fin, ces étapes-là, et je fais mes appels auprès des artistes. Donc, c'est des appels en un à un. Ah, Je peux les rencontrer par téléphone, je peux les rencontrer en virtuel, aller prendre un café pour certains. C'est quand on sait qu'on va travailler pendant plusieurs mois, des fois même années sur un même show, ben, je leur transfère l'information. Donc, je m'assure qu'ils aient bien compris c'est quoi la teneur, qu'est-ce qu'on a de besoin et tout ça. Et je m'assure aussi de voir, ben, c'est quoi, toi, que tu es prêt à donner là-dedans? C'est quoi qui te convient? Qu'est-ce qui a été discuté avant l'embauche? Parce que des fois, les acteurs, la réalité, ils ne savent pas toujours ce qu'ils vont faire parce que ça se décide des fois très dernière minute de par l'écriture, de par des grands changements et tout ça. Donc, moi, c'est toujours d'amener, de m'assurer que toute information, même la plus récente, est amenée le plus rapidement possible. Et suite à cette rencontre-là, mais j'ai une bonne idée de où est-ce qu'on peut aller, quels sont les oui, quels sont les non et quels sont les peut-être, qu'évidemment, je ramène à la production. Parce que eux, ce qu'ils veulent savoir, ben, c'est est-ce qu'on peut aller, tu sais, dans ces zones-là avec cet acteur-là ou pas. Et une fois que ça c'est fait, ben là, on rentre en rédaction de contrat. Donc, je fais la rédaction des contrats. Ça s'appelle des annexes de nudité au Québec.
Je trouve que ça porte très mal son nom parce que on fait pas que de la nudité en termes d'intimité. C'est Comme j'ai ça, comme dit, tu disais, toutes les scènes sensibles, c'est beaucoup plus large que simplement de parler de nudité. oui, exact. Fait que je l'ai comme un peu renommé annexe d'intimité. Je sais pas si je suis la seule coordo à dire ça, mais je trouve que ça porte mal son nom et on est en discussion avec l'UDA pour modifier ces termes-là qui sont un peu archaïques. Donc, une fois que les rédactions de contrats sont faites et tout, bien, ça part vers les artistes, les agences, et ces documents-là sont des documents légaux qui sont joints au contrat d'engagement des artistes, qui stipulent exactement quel est le niveau de nudité, quelles sont les actions, à quoi l'acteur, l'actrice accepte, décide, propose de faire pour ces scènes-là. Et tout est vraiment très clair. Et le but de ce document-là n'est pas de castrer, si on veut, le processus créatif, mais au contraire de dire, hey, voici toutes nos possibilités. OK? Et ça, c'est signé. Ça doit être envoyé 48 heures au minimum avant pour s'assurer qu'il y a un consentement éclairé qui soit fait. Bien, une fois que c'est fait, ben, on a des répétitions des fois d'intimité qui peuvent être faites quand on a des scènes qui sont très longues ou très lourdes ou qui sont très sensibles. Ben, moi, je préfère faire une répétition avant le jour du tournage pour sauver du temps, pour s'assurer qu'on ait un processus qui est plus smooth, euh, plus agréable pour tous, puis qui nous permet une créativité. Parce que des fois, dans le rush, le jour du tournage, on n'a pas tout le temps de prioriser cette créativité-là qui est tellement une portion importante et le fun. Les scènes d'intimité peuvent être vraiment, vraiment chouettes et vraiment intéressantes. Ben, c'est ça, justement. Je me disais, il y a quelque chose de vraiment intéressant que tu as mentionné tout à l'heure. Tu as dit que ce qu'il y a sur papier, sur le scénario, c'est rarement finalement ce qu'on tourne. Puis, je voulais te poser la question parce qu'évidemment, bon, en me renseignant sur la manière dont ça se passe, la coordination d'intimité, pour l'instant, on trouve surtout des infos sur comment ça se passe aux États-Unis, comment ça se passe en France. Et il y a quelque chose qui revient souvent dans les commentaires, c'est que souvent sur le scénario, il y a des descriptions de scènes très précises, par exemple pour les scènes d'action, mais quand on arrive aux scènes de sexe, souvent, ils sont avares de commentaires, ça va juste marquer, par exemple, et ils font l'amour. Puis je me dis, est-ce que c'est le cas ici au Québec? Est-ce que quelque chose que tu as constaté? Puis dans ce cas-là, ça veut dire que probablement que tu t'impliques beaucoup aussi, genre un peu dans la chorégraphie de ces scènes-là? Complètement. Ma première réaction quand je lis des scènes qui sont ils s'embrassent sur le divan et font l'amour. Ça, c'est le genre de description qu'on retrouve souvent. Ben, ma réponse à la réalisation, c'est vraiment, OK, qu'est-ce qui se passe? Comment? À quelle intensité? Est-ce que c'est la première fois qu'ils font l'amour? Qui prend le lit? Il y a tellement de questions par rapport à ce moment-là que parfois même, ça se développe pendant nos discussions. C'est pas forcément, ça dépend des réalisateurs, réalisatrices, mais c'est pas tous les réalisateurs, réalisatrices qui réfléchissent ces scènes-là de la même façon et qui sont ouverts à en parler. Des fois, ça m'arrive d'aller questionner les auteurs aussi pour s'assurer qu'il y ait, tu sais, cette espèce de Une forme de cohérence? cohérence, merci, cohérence. Les scènes d'intimité sur papier ne sont pas toujours claires, définies, limpides, et ça fait partie de mon travail que d'appeler les intervenants, que ce soit les auteurs, les réalisateurs, réalisatrices, pour aller comprendre qu'est-ce qu'on veut faire, venir imager. J'ai besoin qu'ils me donnent du jus pour que justement je puisse après approcher les acteurs puis avoir une discussion éclairée. Mais il y en a au Québec beaucoup de ça. Et je te dirais qu'on tourne sur certaines plateformes, sur certains shows tellement vite que malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on le voit et de quel côté de la table qu'on est, mais on n'a pas le temps. On n'a pas toujours le temps. Donc, des fois, on fait le minimum parce que c'est pas, tu sais, le show est pas à propos de ça et c'est pas ce sur quoi ils veulent mettre leur temps et leurs énergies. Mais des fois, quand on fait des films à grand déploiement et tout ça, là, au contraire, on veut vraiment, vraiment, c'est un statement. On veut vraiment, vraiment prendre le temps et venir travailler ça dans la trame narrative du personnage. Donc, on a les deux, je te dirais. Ça dépend de quelle façon on tourne, quels sont les budgets et quelle attention on souhaite mettre. Et moi, j'ai tendance à dire aux productions qui n'ont pas de budget ou qui n'ont pas de temps, faites-les pas, vos scènes. Coupez ça. C'est comme des scènes de cascade. On ne peut pas rusher des scènes de cascade. Il faut en discuter, il faut les répéter, il faut les essayer, il faut travailler nos angles de caméra. Il y a tellement de trucs à faire que je leur dis, faites-les pas si vous n'avez pas le temps de les faire. Vous vous rendez service en ne les faisant pas. Non, en effet, clairement, c'est pas quelque chose qu'on peut précipiter. Mais justement, je t'entends parler tout à l'heure, puis évidemment, bon, Mimi, tu es une artiste aussi qui est très polyvalente. Bon, tu es comédienne aussi, bon, cascadeuse. Mais je dirais, de manière générale,
Qu'est-ce qui t'a amené là, à vouloir pratiquer ce métier-là de coordonnatrice d'intimité? J'ai commencé, à travailler devant la caméra en 2013 et je faisais beaucoup, tout ce qui était, cascade, et mouvement, théâtre physique et donc tout ce qui est, langage corporel et tout ça, c'était vraiment, vraiment, c'est vraiment là que j'ai commencé et un peu plus tard est venu, la cascade et l'acting en même temps, stunt acting et tout ça et Mhm, j'ai travaillé sur un plateau pour lequel je devais jouer une doublure, pour un des personnages principaux. C'est le film Beans. mhm. Ça a été ma première rencontre avec quelqu'un à la coordination d'intimité. Je remplaçais un homme dans cette scène-là. On devait jouer avec une petite fille qui devait détacher des pantalons d'un homme dans un bois et évidemment, la production voulait qu'on trouve des solutions, qu'on trouve de quelle façon est-ce qu'on peut, rendre ce moment-là, plus acceptable pour les artistes impliqués et donc ils ont eu l'idée de remplacer l'homme par une femme et d'évidemment, on a modifié les actions et tout ça. On a eu papa, maman, l'éditeur, les gens autour pour nous accompagner là-dedans, mais ça a été mon premier contact avec: «Ah, voici de quelle façon, comme artiste, je peux être utilisée pour servir ce genre de scène-là». Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant parce qu'au final, ça a été une grande réussite, cette scène-là, là. Vraiment, vraiment, la petite, tu sais, on a parlé de tout, on s'est assuré qu'on comprenne ce qu'on avait à faire et tout, mais ça a enlevé tellement de malaise et ça a comme été une espèce de révélation et j'ai parlé avec cette coordonnatrice d'intimité-là qui est Lindsay Summers, qui est, la pionnière, en fait, au Canada, qui a créé Intimacy Coordinators Canada et elle m'a dit, «Ben, écoute, moi, je pars une cohorte l'an prochain. Ce sera la première cohorte canadienne. Elle a été formée, elle, aux États-Unis, par les pionnières aux États-Unis et ben, j'ai juste appliqué pour le fun. Puis finalement, ça a marché et je me suis lancée dans cette aventure-là, puis ça fait 4 ans déjà. Puis, ben, j'ai l'opportunité de pratiquer, ce métier-là depuis ce temps-là, en plus de mon travail que je fais là, devant la caméra comme actrice et cascadeuse. En tant que cascadeuse, notamment, tu avais déjà toute une formation préalable, mais une fois que tu décides, bon, par exemple, de faire partie de Intimacy Coordinators Canada, est-ce qu'il y a une autre formation que vous recevez ici au Canada, au Québec, pour faire ce métier-là? Il y a pas de formation au Québec et je vais dire encore. Je vais même préciser, je vais aller au-delà de ça, il y a pas de formation en français encore disponible. Elles sont seulement en anglais et il y a actuellement 7 compagnies, au monde qui ont la certification SAG-AFTRA et qui peuvent donc former des gens. Au Canada, il y en a qu'une et c'est Intimacy Coordinators Canada. Elle est à Toronto. Mais ils ont formé des gens partout à travers le Canada. Sinon, il y a possibilité de te former aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au UK. Je pense que c'est les 5 endroits. En termes de durée, elle dépend de où tu pars. C'est quelque chose qui est très, très personnalisé. Oui, il y a des cours de groupe, oui, il y a des cours en ligne, il y a des portions en personne chorégraphiques et il y a tout un système de mentorat aussi qui suit ça. C'est à peu près, je dirais, entre 6 mois et 2 ans pour être formé, dépendamment de qui tu es et quel est ton bagage. La formation, on touche plein, plein, plein d'affaires. On touche sexualité de genre, on parle de harcèlement sexuel, on parle de chorégraphie, on parle de comment travailler avec les départements, comment dépouiller un texte, résolution de conflits. On parle, de pratiques, particulières comme le BDSM. On parle de communication. On couvre là, jusqu'aux costumes, les barrières physiques qu'on utilise. Les barrières, c'est des outils qu'on utilise, les coordonnateurs d'intimité, pour faciliter les scènes, où il y a pénétration, simulée à l'écran. On parle de, en anglais, modesty garment, en français, des vêtements de pudeur. Donc, tout ce qui cache sexe, ces trucs-là, comment les installer, quoi choisir comme angle de caméra, comment chorégraphier. C'est très, très complet. En fait, j'ai terminé mes 2 formations. Moi, j'ai fait la formation canadienne et la formation américaine, parce que je voulais être capable de comprendre les contrats aussi, des 2 côtés. C'est très important de maîtriser là, un minimum, quelles sont les lois en vigueur dans les pays dans lesquels tu travailles. De quelle entente collective est-ce qu'on parle quand on travaille avec ces acteurs-là? La réalité au Québec est qu'on travaille beaucoup avec des UDA, ACTRA, mais aussi SAG-AFTRA. Donc, je voulais avoir ces connaissances-là.
Mais la réalité est que j'ai terminé ma formation, mais elle est jamais vraiment réellement terminée parce qu'il y a tellement de trucs à lire, il y a tellement puis je pense que tu es une enseignante aussi, il y a tout le temps des trucs que tu peux apprendre puis améliorer et jusqu'à ce jour, j'applique dans énormément de workshops, dans énormément, de cours en ligne. Je vais au sommet, à Minneapolis, dans 2 mois pour, le sommet des coordonnateurs d'intimité. On se rassemble toutes les coordonnées au monde, puis il y a plein d'événements, puis plein de rencontres et d'activités qui sont organisées pour justement parler de cette profession-là nouvelle. Et comme tu disais, hein, le mot-clé, tu disais, il n'y a pas encore de formation en français ici au Québec. Pas encore le mot-clé, donc espérons qu'on en aura une prochainement. Peut-être toi qui vas être obligé de la partir, mais... C'est en discussion. On est en discussion. C'est que c'est tellement, on veut tellement bien le faire, il y a tellement aussi de niveaux impliqués. Au Québec, on parle de la QPM, on parle de l'UDA, on parle de... Il y a tellement de choses et on veut s'assurer qu'on fasse les choses correctement. Et donc, c'est en discussion. La position de coordonnateur d'intimité est aussi en négociation actuellement. On espère faire partie de la prochaine entente collective qui sortira très bientôt. Parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup mentionné, là, justement, que l'UDA essaie que ça devienne aussi une profession qui soit reconnue officiellement et donc qu'on se contente plus là, de la fameuse annexe de nudité ou d'intimité, selon comment on veut l'appeler. Bien, espérons en effet que ça va aller de l'avant là, pour ce projet-là. Mais justement aussi, tu as parlé tout à l'heure donc de tous ces gadgets-là qu'on amène sur un plateau de tournage, donc la fameuse mallette avec laquelle la cordeau d'intimité arrive. Donc, juste parce que je pense que les gens qui vont nous écouter vont peut-être avoir des questions. Ça ressemble à quoi ce genre de gadget-là qu'on peut utiliser? C'est quoi qui se trouve habituellement dans ta valise là, avant que tu partes travailler sur un plateau? Bon, moi, je suis un peu intense. Donc, mon kit d'intimité, c'est comme ça que je l'appelle. J'ai plein d'affaires. J'ai tout ce qui est au niveau hygiène. Donc, tout ce qui est brosse à dents, pâte à dents, rince-bouche, soie dentaire, gomme, toutes les menthes possibles, toutes les rince-bouche avec et sans alcool, tous les types de gommes que tu peux trouver. J'ai vraiment déodorisant, tu sais, vraiment tout ce qui est hygiène pour des petites urgences dernière minute. C'est ça. Tout le monde se sent à l'aise au moment de la Exactement. scène, oui. Exactement. Et j'ai aussi tout ce qui est là, au niveau des adhésifs corporels, donc toutes les tapes qu'on peut utiliser pour cacher mamelons, aréoles, cacher des sexes, cacher des cicatrices qu'on veut pas, pour faire tenir des trucs sur soi. Donc, j'ai tous les body tapes qu'on dit en bon français. Là, j'ai toutes les sortes de ciseaux possibles pour couper des trucs. J'ai des barrières physiques. Donc, des barrières, il y en existe des flottantes et des intégrées. Donc, flottantes, ça peut être des ballons qu'on utilise pour positionner entre les artistes pour des scènes où, par exemple, on doit aller vendre une scène de sexe qui peut être intense, donc en intensité rapide et qui pourrait blesser à long terme ces acteurs-là. Donc, on vient insérer toutes sortes de choses pour faciliter ça. Et les barrières intégrées, c'est des cache-sexes avec des barrières de silicone qui sont intégrées. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient protéger les artistes parce qu'on veut éviter évidemment d'avoir des sexes en contact là, directement pour des raisons qu'on connaît de santé. On ne veut pas qu'il y ait de fluides qui s'échangent non plus, qui soient en contact avec les fluides corporels de leurs comparses. J'ai tout pour recréer, si on veut, des érections. Donc, j'ai différents dildos dans mon kit. Pour venir jouer ces moments-là, venir faciliter. Les productions, souvent, les fournissent, mais j'aime avoir toujours mes petits, comme, in case articles, juste en cas. Et je te nomme ça, mais j'ai plein de cache-sexes de toutes les couleurs, toutes les formes pour servir toutes sortes de moments, toutes sortes de positions de caméra. J'ai énormément de choses. Je ne peux pas faire le tour. Mais donc, c'est ça. Puis, donc, on voit aussi qu'il y a plein, quand on parle de ces accessoires barrières, c'est que ça permet justement que les scènes soient simulées, mais sans que les corps des comédiens, comédiennes aient à se toucher nécessairement. Donc, ça doit vraiment aussi faciliter l'aisance des interprètes dans une situation comme ça. La règle, elle n'est pas là sur papier que des acteurs ne peuvent pas être en contact sexe à sexe à l'écran. Okay. Et ça m'est arrivé de le faire où ils étaient allongés l'un sur l'autre et roulaient pour venir jouer un moment post-sexe dans une scène. Et ça avait été correct. On avait pris les précautions nécessaires. On avait inséré une petite serviette entre les deux de façon, quand ils roulent, c'est bon, on arrive à
à faire l'action sans qu'on ait à cacher. On voulait venir exposer des corps nus complètement. Donc, on voyait de la tête aux pieds ces artistes-là. Mais la réalité est que c'est un autre marché que d'avoir des gens qui sont assis un par-dessus l'autre et qui se chevauchent sans protection. La différence entre la télévision et la pornographie, c'est cette limite-là. C'est d'éviter les contacts sexe à sexe. On vient simuler. C'est ce qu'on vient faire en télévision. Sinon, on tombe ailleurs. Certains ne seront pas d'accord avec moi, surtout si on va dans des films français ou on va dans des films de d'autres cultures, où est-ce que là, on le sait, on en a vu, il y a eu des réels contacts. Euh, Est-ce que les pratiques ici et là-bas sont les mêmes? Non. Est-ce que les standards sont les mêmes? Non. Mais j'ai tendance à vouloir dire qu'on tend à éviter ces contacts-là directs. Et je suppose aussi que par ailleurs, ben, non, tout dépend, donc, je vais dire, du consentement de l'interprète, ce que l'interprète est prêt à faire dans ce contexte-là. Donc, par exemple, si un interprète dit, ben moi, regarde, ça ne me dérange pas que les corps se touchent, évidemment, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. En fait, c'est parce que ça m'a fait penser en t'écoutant. On le sait, on commence à en parler de plus en plus de la coordination d'intimité. Ça fait en sorte qu'on montre ça dans différents contextes. Des fois, même dans des séries télé, on fait référence à la cour d'eau d'intimité. Puis des fois, il y a comme des espèces d'idées fausses qui circulent sur ce métier-là. Puis ça me fait penser à une des scènes qui avait le plus fait parler. C'est dans la série donc de HBO, The Idol, donc, qui est une série de Sam Levinson, celui qui a fait Euphoria. Et justement, bon, Sam Levinson n'était pas content qu'on lui impose une corde d'eau d'intimité. Et il a fait une scène dans la série où, bon, la chanteuse, donc l'artiste, évidemment, doit se dénuder. Et là, tu as le coordonnateur d'intimité qui est là à côté. Puis c'est comme, non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça. Et là, on voit que l'artiste elle-même dit, non, non, ça me tente de le faire, je suis à l'aise. Il a, non, 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 tu n'as pas le droit, c'est pas dans ton contrat. Et là, finalement, c'est pour ridiculiser le cordon d'intimité, ils finissent par l'enfermer dans les toilettes pour l'empêcher de travailler. Et là, je me dis, c'est souvent ça, une vision qui circule, que le cordon d'intimité est là pour contrôler les choses. Puis non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça, même si l'artiste dit, ça me tente. Donc, ce que je comprends, c'est pas de même ça se passe en réalité. Ben, je crois que ça, c'est arrivé. J'y crois, j'étais pas là. Mais la réalité est que, et ça, c'est quelque chose que je souhaiterais que ce soit en caractère gras dans l'article, là. On est là pour célébrer la nudité, la sexualité à l'écran. On est là pour offrir des possibilités. Le nombre de fois, Stéphanie, que j'ai fait des rencontres avec les réalisateurs et qu'on a été au-delà de ce que la scène était elle-même, parce que la réalité est que, oui, les artistes ont leurs limites, leur oui, leur non, leur peut-être, mais les réalisateurs ou réalisatrices, des fois, n'osent pas non plus. Des fois, je les sens qu'ils marchent sur des œufs, je les sens mal à l'aise ou je les sens qu'ils osent pas. Et moi, je leur dis: «Non, vas-y, ose, c'est le moment pour en parler». Mais cette première discussion-là ne peut pas, je pense, être devant l'artiste en premier lieu. Elle doit avoir lieu entre ceux qui organisent, qui coordonnent, qui organisent ces scènes-là avant d'aller aux interprètes pour permettre cette liberté-là. Pour des raisons qui sont évidentes, il y a des dynamiques de pouvoir qui sont présentes. Et ça fait que, malheureusement, c'est pas vrai qu'on a tous la même voix et la même force autour d'une table. L'information doit être adressée d'une certaine façon. Il n'y a pas une façon, il y a plusieurs façons, mais je veux dire en temps et lieu. Et moi, j'aime bien aller au fond des choses avant avec la personne à la réalisation pour m'assurer qu'on ne se censure pas, on ne se limite pas, ou que s'il y a des limitations, qu'elles soient exprimées et qu'on comprenne pourquoi. Et on ne peut pas, dans cette série-là, montrer de nudité, c'est le diffuseur qui ne veut pas. Ah, d'accord. Je n'irai pas demander à l'acteur d'en faire, alors on est déjà limité à un autre niveau. Donc, c'est de s'assurer de comprendre toutes les différentes strates des intervenants et ce qu'on peut, oui et non, montrer. Ça ne relève pas que de la décision, c'est pas le fardeau de l'artiste. Des fois, c'est la réalisation, des fois, c'est le diffuseur, des fois, c'est le producteur. Ceci dit, pour répondre à ta question, c'est très complexe naviguer un set, un plateau de tournage comme coordonnateur d'intimité parce que les gens ne savent pas, mais il y a eu des discussions au préalable. On n'arrive pas le jour même, voici ce qu'on fait, ça te tente ça, te tente pas. Non, tout a été discuté. Scénario A, B, C, D, E et ainsi de suite. Donc, de la façon dont je construis mes annexes, moi, j'aimais toutes ces possibilités-là dans ces annexes-là. Un artiste qui change d'idée le jour du tournage, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais il faut que le producteur et idéalement le coordonnateur d'intimité s'assure que c'est fait sans avoir été sous influence de quelconque autorité. Il y a tellement de choses qui font qu'un consentement peut être biaisé, que ça se peut, et je ne dis pas que c'est ça, j'étais pas là sur ce plateau-là, mais ça se peut que
ça soit passé et que, oui, on a des contrats papier, on a des documents légaux qui doivent être respectés. Donc, ça serait ma réponse, mais je trouve ça vraiment dommage et j'espère que le rôle éventuellement va passer, va avoir une réputation peut-être autre au point de vue international ou même local ici, mais on n'est pas des polices du sexe, là. On n'est pas des polices du plateau fermé. On n'est pas, les polices de la vertu. On n'est pas, tu sais, c'est moi, ce que je veux, c'est qu'on s'entende, que ce soit clair, puis qu'on ait une liberté, dans notre carré de sable, on joue moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on joue tous dans le même carré de sable, Mhm. mais le carré de sable, en haut, en bas, à gauche, à droite, il y a une limite, puis il faut que ça soit défini. On peut pas juste partir, puis let's go, on y va. Malheureusement, ça protège pas les producteurs, ça protège pas les acteurs, ni la réalisation. Fait qu'entendons-nous, ayons quelque chose en place et il y a tellement de choses qu'on peut faire dans ce beau carré de sable-là. Exactement. Puis, bon, tu sais, pour revenir à cette scène-là, c'était une scène dans une série de fiction. Évidemment, on comprend que Son Levinson semble vouloir faire référence à quelque chose qu'il aurait vécu, mais on s'entend évidemment qu'on n'a pas le point de vue des autres. Ça se pourrait très bien aussi que un showrunner qui se sent brimé dans sa liberté d'expression, ce serait pas la première Ça m'est fois. arrivé que des acteurs voulaient changer, puis ben, je les ai pris à part. J'ai dit à la réalisation puis à la production, j'ai besoin d'un 5 minutes pour aller discuter avant qu'on fasse ce changement de limite-là. Mhm. On a été discuter, on a pris une petite marche. J'ai compris que c'était réellement son désir pour des raisons d'authenticité, pour des raisons de plein d'affaires. J'ai dit, je suis retournée au producteur, j'ai dit, moi, personnellement, tu as mon go. Je considère que cette décision-là est prise de façon éclairée et qu'il y a un réel désir de vouloir apporter au niveau artistique, c'est bon. Et j'ai fait un changement après coup à l'annexe. Donc, ça peut pas être fait comme ça, puis on peut pas mettre un coordonnateur d'intimité dans une toilette. Ça, c'est inacceptable. Tenez-vous là pour dit. Non, mais en effet, puis c'est clair, c'est un bon point que tu amènes. C'est sûr que oui, des décisions peuvent changer, mais encore faut-il s'assurer qu'il n'y a pas de coercition derrière ça, parce que je peux me l'imaginer, même si évidemment je ne suis pas comédienne, que c'est quelque chose qui peut arriver sur un plateau où tu sens, par exemple, le réalisateur te dit de faire ça, puis là, oui, 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 je veux, mais que dans le fond, c'est que tu es dans un rapport de pouvoir, puis finalement, ça n'a pas Plus été... souvent que pas. Oui, hein? Fort. Puis c'est même pas... Moi, je crois pas aux méchants réalisateurs puis aux méchants producteurs, là. C'est pas comme ça que je travaille, mais il y a une éducation à faire, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Puis moi, j'apprends de mon métier. Les 2 premières années, là, je veux dire, c'était des tests, là, c'était des essais-erreurs, ça n'existait pas. Il n'existait pas le rôle de la façon dont il existe aujourd'hui. Mais ce que j'ai vraiment envie que les gens comprennent, c'est qu'on est des collaborateurs. On est des facilitateurs. On n'est pas contre ou envers, on est avec les artistes, avec les réalisateurs, les réalisatrices, avec les producteurs, productrices. On est juste, on leur permet de pouvoir mieux faire leur travail parce que nous, notre focus principal est ça, le bien-être et la créativité qui entoure ces scènes-là. Comme tu mentionnais, c'est sûr que c'est quand même aussi une nouvelle profession. Là. Ça fait pas beaucoup d'années que c'est en place sur certains plateaux. Ça me faisait penser, je suis tombée sur une citation de Lindsay Summers, justement, qui a fondé Intimacy Coordinators Canada. Puis c'est une citation qui m'a vraiment marquée. Elle mentionnait, elle dit, « Il y a encore des producteurs qui me rient au visage quand je leur explique ce qu'est un coordinateur d'intimité et pourquoi il faut que cette profession soit reconnue par l'industrie. Certains ne comprennent toujours pas l'importance du consentement lors de l'interprétation de scènes d'intimité. » Est-ce que c'est quelque chose que tu constates au Québec? J'avais envie de te poser cette question-là, sans évidemment nommer personne spécifiquement, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté? Est-ce que tu as l'impression que, de manière générale, la perception de ton métier est assez positive ou des fois, tu rencontres encore, je dirais, des blocages? Oui, des blocages. Je ne sais pas de quelle façon est perçu le rôle. J'ai vraiment l'impression que je suis dans l'œil du cyclone et que j'ai pas l'impression réellement de savoir quelle est la perception, parce que c'est mon expérience personnelle. J'ai d'autres collègues qui ont d'autres expériences. Je travaillais beaucoup Québec-Ontario. Mais oui, au Québec, je pense que tout ce qui est nouveau fait peur. Fait que si on part de ça, je pense pas qu'ils en veulent à ce rôle-là. Peut-être certains, certaines, mais je pense que c'est de l'ignorance, peut-être. Le nombre de fois que j'ai des gens qui viennent me voir puis qui me disent Ouais, Mimi, moi, avant que tu fasses ça, moi, c'est moi qui faisais ton travail. Tu sais. Puis là, je suis comme ah bon, peux-tu m'en dire davantage? Tu faisais les annexes, tu parlais avec les acteurs, tu faisais OK,
tu sais, puis ils se rendent bien compte que non, il y avait personne qui faisait ce travail-là, mais je pense qu'il y a de la confusion alentour de ce qu'on fait. Ça va de mieux en mieux, on en parle de plus en plus. Mais oui, j'ai à tous les niveaux, autant les acteurs que la réalisation, que la production, j'ai des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait ou qui ont eu des mauvaises expériences aussi. C'est pas un métier encore qui est complètement régi. Donc, en ce moment, la réalité est que n'importe qui peut se dire coordonnateur, coordonnatrice d'intimité au Québec. Et le danger avec ça est que, ben, si t'es pas réellement formé, que t'as pas une réelle expérience, une réelle expertise, tu peux aller faire plus de dommages que ce qu'il y aurait s'il y en avait pas. Donc ça, c'est important de le savoir et je respecte ces gens-là qui ont eu des mauvaises expériences. Je crois en la position parce que je vois chaque jour des acteurs qui, nous remercient, chaque jour des réalisateurs, réalisatrices qui nous remercient et même chose pour la production. Ceci dit, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans les années 40, 50, 60 encore? Oui! On me dit beaucoup: «Moi, ça fait 50 ans que je fais ça, puis, je veux dire, c'est pas une petite cordeau, là, qui va me dire quoi faire». Puis je suis comme: «Hey, dans les années 40, 50, 60, on croyait encore qu'éduquer un enfant, c'était le frapper. Est-ce qu'on fait ça encore aujourd'hui? C'est pas parce qu'on le faisait avant que ça veut dire que» bon, je pense que tu sais où je m'en vais avec ça, Oui, oui, tout à fait. mais oui, je rencontre énormément de vieux de la vieille et de vieilles de la vieille, que j'aime dire, qui, j'espère, auront, l'ouverture de nous tendre la main parce que nous, on est vraiment là pour travailler avec eux. Mais et c'est vrai aussi, c'est parce que ça me fait penser, ce que tu disais, des fois, ça se peut en effet que les gens sur le plateau, réalisateurs, réalisatrices, se disent, j'ai pas besoin Mmh. d'avoir une cordeau d'intimité parce que moi, ça fait tant de décennies que je fais ce métier-là, puis ça s'est toujours bien passé. Mais en même temps, on le sait aussi qu'à cause de ces rapports de pouvoir-là, ben, ça se peut très bien des fois que ça ne se soit pas bien passé, mais que les interprètes oseront pas le dire. Et justement, tu sais, bon, on le sait au Québec, entre autres, le l'onde de choc que ça a créé quand Éléonore Loisel donc elle a donné une entrevue où elle a expliqué justement que sur un plateau, elle venait d'avoir 18 ans, puis ça s'est super mal passé. Puis elle a dit, bon, ça a fait en sorte qu'elle a développé un trouble anxio-dépressif. Tu sais, on parle aussi, par exemple, Maria Schneider, hein, qui avait donné une entrevue, puis qui explique que, ben, sur le plateau du dernier tango à Paris, ça s'est vraiment pas bien passé, puis notamment qu'elle n'avait pas été avertie pour une scène de sodomie qui a été rajoutée dans le film. Donc, autrement dit, ben, comme on voit, oui, des fois, les cinéastes pensent que ça se passe super bien, alors que techniquement, il peut y avoir bel et bien, là, c'est de ce que je comprends, des traumatismes pour les interprètes. Puis donc, ben, que le fait d'avoir une cordeau d'intimité peut donc permettre d'éviter ces problèmes-là, donc autant que possible. Mais là, ça me fait penser, moi, il y a une question là, qui me démange, mais évidemment, bon, je parle de ton expérience personnelle. Là, c'est sûr que tu ne peux pas avoir observé tout ce qui se passe dans le milieu, mais je me disais, par rapport à la perception de ton métier, est-ce qu'il y a des différences, je dirais par exemple, genrées? C'est bon, par exemple, est-ce que les hommes dans le milieu, est-ce qu'ils le perçoivent moins bien? Donc, par exemple, les femmes, ou est-ce qu'il y a des différences générationnelles? Puis, comme je disais, c'est une question qui me démange parce que pour avoir lu sur donc, des entrevues, mais aussi, bon, il y a un documentaire qui a été produit en France dernièrement d'Édith Chapin, Sexist Comedy, qui documente aussi donc ce métier-là. C'était surtout des femmes cinéastes qui étaient là pour parler du métier puis dire ah ben moi j'avais pas une vision super positive sur le coup ça m'a un peu surprise. Je ah ben voyons donc, j'avoue, bon, peut-être un stéréotype, j'avais tendance à penser que les femmes seraient plus à l'aise avec ce métier-là. Puis là après ça je me suis dit ah ben c'est peut-être tout simplement aussi parce qu'ils trouvent pas, quand vient le temps de faire une entrevue sur la cour d'intimité, ils trouvent pas d'hommes réalisateurs ou cinéastes qui veulent donner leur avis sur la question. Fait que c'était peut-être pour ça que je voyais toujours des femmes cinéastes interviewées. Mais c'était des points de vue surtout en France, aux États-Unis. Donc, je me disais, ici, est-ce qu'il y a ces différences-là genrées ou générationnelles que tu perçois dans le milieu? Donc, des groupes peut-être plus ouverts à la généralisation de cette profession-là que d'autres? À chaque fois, je rencontre une équipe de production, je connais personne. On a nos idées préconçues. Moi, je fais mes recherches. C'est qui cet individu-là avec lequel je vais travailler? Quelles sont ses expériences passées? Tout ça. Puis le nombre de fois que je me suis dit, oh, ça va peut-être être compliqué.
Ça l'était pas pantoute finalement. Fait que ma règle est que je ne sais pas, je n'assume rien maintenant parce que je me suis tellement fait surprendre de belle et de mauvaise façon que je donne la chance aux coureurs. Tu sais, moi, si tu me tends la main, je vais te tendre la main, puis travaillons ensemble, puis ayons du fun à faire ces scènes-là. Et non, je peux pas dire que j'ai plus d'alliés femmes que d'alliés hommes. Ce serait complètement faux de dire ça. Complètement faux. Puis même au-delà des âges Mhm. aussi. Je m'étais dit, ah, la génération la plus jeune va être plus dans peut-être le willingness de travailler avec nous, puis tout ça. Puis je me rends compte que non, même les grands de ce monde, je te nommerais des noms, tu serais vraiment surprise. Là, tu sais, ça a 20, 30, 40 ans de métier, puis ils sont comme non, moi j'apprécie ta présence, puis je trouve que c'est important, puis j'aimerais ça que tu sois là pour les raisons A, B, C, D, E. Tu sais. Fait que la vie m'a montré que non, mes idées préconçues, le jugement que j'ai porté sur certains individus, c'est complètement fou. Tu peux pas prévoir. Mhm. Ils ont tous des besoins différents, les artistes, puis c'est pas vrai que parce que tu es plus expérimenté. Oui, c'est une carte dans ton jeu vraiment importante d'avoir de l'expérience, mais justement, il y en a qui ont roulé là, pendant des années, puis qui sont tellement épuisés puis tannés, qu'ils sont comme, hey, moi, c'est du quoi? Si c'est une ressource supplémentaire, je vais la prendre. Puis au contraire, les jeunes, tu te dis, ben ils connaissent pas ça et c'est leur première. Puis ils sont comme, non, moi, j'en tente pas de travailler avec un cours d'eau, puis ils ont pas d'expérience, puis ils ont jamais fait de scène. Fait que les deux, c'est vraiment, il y a pas de règle. Donc, ça, faut laisser ses a priori dans le vestiaire quand Ah, on arrive. complètement, complètement. Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai pas d'ego par rapport à ça. Moi, si une production m'appelle et je fais les premières étapes, là, mes appels et tout ça, puis finalement, je me rends compte que la réalisation est correcte, les acteurs sont corrects. Ben, je rappelle la production, je dis, hey, c'est quoi? À la lumière de mes appels et tout ça, j'ai pas l'impression que je jouerais un rôle, sur votre production. Je pense que vous êtes en de bonnes mains, puis ce que j'ai entendu, puis les discussions, je pense que vous pouvez aller de l'avant sans c'est pas vrai qu'on est nécessaire pour tout le temps, pour toutes les scènes. À moins que ce soit le producteur qui fasse: «Ben moi, que les acteurs, les réalisateurs en veulent pas, je m'en fous, je veux que tu sois là pour un œil pour nous, pour t'assurer que les standards sont» tu sais? Ben je vais y aller, mais c'est correct de ne pas vouloir des services, quelqu'un à la coordination d'intimité. Ce qui est important, je pense, c'est juste de faire cet appel-là. Moi, quand j'ai des acteurs qui veulent même pas me parler, je suis comme: Ça arrive. «Oui», Oh. mais je suis comme: «Hey, moi, je vais prendre 5 minutes de ton temps, puis la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour que tu me dises de vive voix non, oui, peut-être, et que je puisse ramener ça à la production qui, eux, m'envoient en mission vers toi», tu sais? Fait que des fois, ce que je trouve vraiment compliqué, c'est ça, c'est d'être fermé même à l'idée. De ne pas avoir besoin, c'est une chose, mais d'être fermé à l'idée, c'en est une autre. Je trouverais ça vraiment dommage de terminer l'épisode du podcast sans revenir sur ces enjeux-là aussi de liberté de création, hein. C'est la thématique aussi du podcast cette année. Tu as commencé à en parler un peu tout à l'heure, puis du fait que le but, c'est pas de restreindre, hein, mais de créer un terrain de jeu puis s'assurer que tout le monde est là. Mais justement, hein, il y a un terme, hein, qui revient souvent, tu l'as mentionné aussi à quelques reprises, mais le terme qui revient le plus souvent là, par rapport à cordeau d'intimité, c'est ah, c'est une profession qui voudrait la police de la vertu, la police de la censure. Donc ça, on voit ça partout, hein. Il y a d'ailleurs une cinéaste française, Mia Hansen-Love, qui le mentionne dans plusieurs entrevues. Moi, je veux rien savoir de travailler avec des cordeaux d'intimité. Puis elle dit justement que ce serait une police de la vertu. Mais bon, pour avoir discuté aussi déjà avec toi, puis dans un autre contexte avant, c'est vraiment pas ton expérience. Puis même tout à l'heure, tu as laissé sous-entendre que ça permet même des fois d'aller plus loin que ce qui avait été prévu initialement. Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus où tu donnes des exemples, mais à quoi ça peut ressembler. Puis donc, ce que je comprends, c'est que des fois, ça peut même aider à, à repousser les limites créatives et non pas à les restreindre. Mais comme humain, on amène sur le plateau, dans nos discussions, dans nos échanges, heu, nos expériences positives, nos négatifs, nos jugements. On amène tout notre bagage émotionnel et des fois, ce bagage-là devient nos limites dans notre travail et on devient biaisé un peu. On a une vision peut-être négative de la nudité. On a peut-être une vision qui est négative de la sexualité en général et notre rôle est vraiment de venir un peu comme un intervenant neutre là-dedans, puis de venir dire: «Voici la scène. Est-ce que ça t'a déjà passé par la tête d'aller là, d'aller ici, d'aller à gauche, d'aller à droite avec cette scène-là?» Puis
parfois, la réalisation me dit: «Oui, mais j'ose pas parce que je trouve que ça serait peut-être bizarre. Je suis un homme, je travaille avec 2 femmes, tu sais, c'est une scène de sexe entre 2 femmes, fait que je suis pas très à l'aise» ou puis moi, je suis comme: «Hey, mais tant mieux, tu sais, travaillons, sachant ça, sachant qu'il y a ce malaise-là, cette dynamique-là ou cette pensée-là, cette croyance-là, ben abordons-le puis amenons ça sur la table, tu sais, parce que eux, je pense que ça va les rassurer, les 2 filles, de savoir que tu as cette conscience-là, que tu es un homme plus âgé. Je suis là pour aussi aller un petit peu déterrer ces croyances-là qu'on a pour les autres et ça m'est arrivé aussi des fois d'avoir de la réalisation qui me dit: «Hey non, j'y avais pas pensé, on peut-tu aller jusque-là?» Puis je fais: «Ben, pourquoi pas le proposer? Demandons aux acteurs», tu sais? Donc on existe pour ça aussi et j'en fais beaucoup. Tu sais, j'ai la chance, dès mon premier jour, que j'ai été certifiée, de travailler énormément. Je travaille au Québec, je travaille beaucoup aussi en Ontario, beaucoup de séries et moi, il y a rien de plus plate que de faire que ce qu'il y a sur le papier. Tu sais? Parce que j'en fais tellement que, honnêtement, quand on fait quelque chose que j'ai jamais fait, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. Je suis comme: «OK, nice, une nouvelle affaire. OK, cool. Hey, ça, on n'a jamais montré ça à l'écran ou du moins, c'est plus, tu sais, on n'en parle pas beaucoup». D'aller aussi, je pense, aller dans des affaires qui sont, ils vont pas faire ça. Mais oui, on va le faire. Tu sais, comme d'aller dans cette énergie-là de venir dénoncer, être dans la célébration de ces scènes-là, d'aller dans venir créer des discussions autour de ces scènes-là. Hem, je pense que c'est important. Les scènes d'intimité ont leur rôle et les gens qui ont eu des expériences où ils ont eu l'impression que les coordonnateurs, peut-être coordonnatrices d'intimité, se sont braqués ou les ont limités, mais c'est parce que malheureusement, il n'y a pas eu ces conversations-là avant. Parce que si tout a été exploré, ben après, on a D, on a juste du choix. Tu sais, on a juste plein de possibilités. Fait que ça, il faut le savoir. Mais après ça, police de la vertu ou police de la censure, comme tu disais, je peux comprendre pourquoi les gens pensent ça. Parce qu'à partir du moment où, par exemple, un plateau fermé n'est pas fermé ou qu'il y a un manquement quelconque, ben la production nous engage pour venir corriger ça ou du moins l'adresser. Tu sais, donc, notre rôle, c'est de l'adresser. On travaille en transparence. Il faut absolument que s'il y a quelque chose, il y a un manquement, ben qu'on adresse toute la situation pour pas que ça prenne d'autres proportions. Donc, je peux comprendre leur point de vue et pourquoi ils pensent ça. Évidemment, j'essaie le plus possible de me tenir loin parce que je trouve pas que c'est une position qui est confortable. Elle fait, oui, partie de notre rôle, peut-être la police, mais je veux dire de Assurer le venir bien-être. encadrer. Mhm. Oui, il y a des productions que ça a tellement bien été parce que les gens connaissent leurs droits, ils sont bien au courant de qu'est-ce que le harcèlement, quelle forme ça se transmet. Ils connaissent leur protocole de plateau fermé parce qu'ils ont lu à l'avance ce que je leur ai envoyé. Et ça roule comme sur des roulettes, là, il n'y a jamais de problème. Et sur d'autres, ben, la même information a été donnée, puis ben, les jours de tournage, ça se passe pas parce que pour plein de raisons. Et c'est mon rôle, évidemment, d'adresser ça au premier assistant et au producteur, puis de s'assurer qu'on corrige tout de suite. Fait que je peux comprendre. Je comprends pourquoi la police de la censure, mais c'est pas mon rôle premier. Si c'était mon rôle premier, je ne ferais pas ce métier-là, parce que c'est tellement inconfortable. Et le rôle de coordonnateur d'intimité, coordonnatrice d'intimité est déjà très inconfortable. On fait de la gestion de conflits énormément. On est beaucoup dans la négociation. On est là quand ça va bien, mais on est surtout là quand ah, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis là, il faut l'adresser, tu sais. Ça, c'est quelque chose que je veux que ceux qui souhaitent devenir coordonnateurs d'intimité sachent. C'est très inconfortable. C'est très demandant et émotionnellement, ça peut être très, très drainant. Et l'une des premières choses qu'on nous enseigne, c'est comment prendre soin de soi, avant, pendant et après. Parce que la charge émotive qui vient avec ce rôle-là est très, 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 très intense. Ah, ça doit, parce qu'évidemment, vous êtes appelé dans les scènes les plus intenses. Donc, évidemment, sur les tournages. Là, c'est ma dernière question, puis je la lance comme ça. Dans les scènes d'intimité, les scènes de sexualité, on le constate que soit au cinéma ou à la télévision, il y a souvent des stéréotypes de genre qui sont reproduits. Donc, tu sais, des fois, on regarde ça et on se dit « Oh mon Dieu, c'est cliché ». Mais comme tu disais, étant donné que souvent, ce qui est sur papier, c'est pas finalement ce qui va être tourné, est-ce que ça arrive aussi des fois que la cordeau d'intimité peut aider à subvertir ou, bon, peut-être le verbe est fort, mais ou à tout le moins questionner des stéréotypes
Est-ce que c'est arrivé des fois où ça a pu amener juste comme une petite étincelle et dire « Hey, on pourrait pas repenser un peu la façon de tourner cette scène-là? » Est-ce que ça arrive? C'est une excellente question et c'est une question à laquelle je vais répondre en 3 volets. Hem, si je joue à la parfaite coordonnatrice d'intimité, mon rôle est de ne pas poser de jugement sur le matériel qui est fait et de la façon dont c'est fait et d'accompagner selon la vision de la réalisation, de la production, tout en étant en accord avec les limites des artistes. Ça, c'est la bonne, belle réponse. Est-ce que j'y arrive à chaque fois? Non. Parce que, oui, ça dépend en fait tout le temps de la place qu'on me donne sur une production. Si à la réalisation, on est très ouvert à travailler ensemble et à ce que je contribue à la recherche de cette scène-là, créative, artistique, je me permets ces libertés-là d'aller proposer. Et ça, c'est surtout sur des projets, je dirais, de longue, où on travaille là, tu sais, sur des longues périodes. Des films, par exemple. On a 30-40 jours de tournage et tout ça. Mais des fois, il y a des moments où c'est pas ma place. C'est pas bienvenu et je respecte ça parce que je suis pas dans la tête de la réalisation et je n'ai pas toujours une idée exacte de l'ensemble de l'œuvre et de ce que cette scène-là a de besoin et je dois me remettre à ce qui doit être fait en ayant des fois très peu d'informations. Donc, ça dépend. Il y a des projets auxquels j'ai refusé de participer parce que j'ai jugé que lors de ma rencontre d'intimité, ils n'ont pas réussi à me convaincre de la nécessité de ces scènes-là et surtout de la façon dont ça voulait être fait, ça ne fonctionnait pas avec mon système de valeurs. Ceci dit, pour être à l'extérieur de mon système de valeurs, il faut vraiment que ce soit quelque chose parce que je suis quelqu'un de très ouverte. Je suis quelqu'un qui fait énormément de scènes de violence sexuelle, énormément de scènes où on vient jouer la non-consensualité. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe, la non-consensualité, mais des fois, c'est pas toujours la scène en tant que telle à laquelle je réagis, mais la façon dont on veut la faire. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence là, il faut qu'il y ait un respect et faut qu'on soit au courant de ce qu'on fait et de ce que ça va créer comme éclaboussure. Pas toutes les éclaboussures sont nécessaires et vont servir à notre télé. Donc, faut faire des choix qui sont intelligents et surtout, s'assurer qu'on a le budget et le temps pour le faire. Et ça, bon, c'est un autre gros problème au Québec, d'avoir le temps de faire des tournages. Mais en effet, j'aime beaucoup ce que tu viens de mentionner, c'est de faire aussi la distinction entre, évidemment, des scènes qui peuvent être très, très dures à tourner. C'est sûr qu'il faut représenter des enjeux sociaux, il faut représenter donc la réalité des violences à caractère sexuel, mais c'est pas une raison pour ne pas s'assurer du consentement et du bien-être des interprètes qui sont en train de tourner ces scènes-là. Donc, c'est là que la distinction fait et que je comprends que des fois, sur certains projets, on a peut-être moins assuré ça pour les interprètes. Donc, Pour les interprètes, mais il y a aussi toute une équipe qui travaille autour de ces gens-là. Et ça m'est arrivé de faire ces fameux avertissements-là avant tournage, leur mentionner, écoutez, ce qu'on s'apprête à faire et ceci, ça a été discuté, ça a été répété, on est tous en connaissance de cause. Si certains d'entre vous ne sont pas à l'aise de rester pendant le tournage, on va s'assurer que vous puissiez faire votre travail, donc maquillage, coiffure, tout ça avant la prise, et vous êtes invités à sortir. Et ça m'est arrivé sur plusieurs projets où des membres de l'équipe sont sortis pendant ces scènes-là. Ils ont accepté de participer au projet et tout ça, mais ils avaient eux aussi leurs limites. Et ça fait partie de mon rôle que d'adresser ces limites-là, non pas seulement au niveau de la réalisation et des artistes, mais de l'équipe. Et j'ai eu des réalisateurs, réalisatrices aussi qui sont venus me voir, qui m'ont dit, je ne sais pas comment tourner ça. Je ne sais pas. Et j'ai eu la chance de pouvoir prendre place à côté d'eux et de réaliser ces scènes-là avec eux. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai eu la chance même de réaliser moi-même la scène en ayant le réalisateur avec moi derrière. Parce que, pour différentes raisons que je ne peux pas nommer, euh, il trouvait que j'étais la meilleure personne à ce moment-ci pour pouvoir adresser ce qu'on avait à faire. Fait que je pense que c'est important de penser qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Il y en existe plusieurs. Puis trouvons celle qui nous convient à ce moment-là. quel beau mot de la fin, Hein? ma foi. Voilà! Mais je continuerai, comme je te disais, Mimi, à discuter de toi, de ce métier-là pendant des heures. Il y a tellement encore de choses à dire, mais bon, on se gardera ça pour une prochaine discussion. Et vraiment, merci encore. Merci beaucoup, Mimi Côté, d'avoir accepté là, de faire cette entrevue-là.
Merci d'avoir écouté cet entretien avec Mimi Côté, animé par Stéphanie Boisvert, un entretien réalisé en collaboration avec la chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression et la puce à l'oreille. Pour découvrir d'autres épisodes des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC, rendez-vous dans la médiathèque du Centre ou sur votre plateforme d'écoute préférée.